l'administration, dans sa délivrance de services publics, doit tenir compte de cet élément central. L'accès aux locaux pour les personnes à mobilité réduite. Personne n'en tient compte. Et ça devrait être automatique pour tous les services. Les malvoyants, les non-entendants. Maintenant, les administrations en font des citoyens à part entière. Donc ça, c'est des changements simples qui peuvent intervenir. On a beaucoup parlé de digitalisation. C'est vrai. Mais il faut éviter de créer des discriminations. Beaucoup de zones n'ont pas accès à Internet. Beaucoup de citoyens, ça a été dit ici, ne savent ni lire ni écrire. On a un taux d'analphabétisme qui est très important. Si vous digitalisez, à ce moment-là, c'est la solution, c'est vrai. Il faut avoir certainement et penser à des services délégataires de services publics. Ça peut être des jeunes qui ont des structures, qui travaillent avec l'État, qui reçoivent des citoyens qui ne savent pas lire et écrire, qui veulent rentrer leurs données pour avoir leur extrait de naissance, leur casier judiciaire, disons, par voie digitale. Ce serait d'ailleurs l'occasion aussi de créer des emplois. Donc, le thème de l'inégalité doit être aussi au centre des réformes, pour qu'on ne crée pas plus d'inégalités. Il y a également la question du coût et de l'efficacité. Ça, c'est un peu l'économiste qui vous parle. Est-ce que l'achat des 4x4, des séminaires qui se démultiplient, des missions à l'étranger, ça entre dans le coût de la délivrance du service public? Si on veut baisser le coût, parce que je crois que c'est un élément qui va revenir, le coût du service public est très élevé pour nos populations. Pourquoi c'est élevé? Parce que l'État aussi dépense beaucoup et impute une partie aux citoyens. Donc la rationalisation aussi des dépenses pour avoir un bon équilibre entre les coûts et l'efficacité, je pense que c'est une étude particulière qui doit être faite. Bon, il y a également la dépolitisation de certains postes. Vous allez à l'île Maurice, il y a des postes où il est impossible de faire de la politique quand vous les occupez, notamment quand vous gérez un certain niveau de ressources publiques. L'incompatibilité des postes. Si vous êtes le ministre en charge des collectivités territoriales et vous êtes maire chez vous, mais il y a manifestement un conflit d'intérêts. Donc ces questions-là également, qui relèvent de l'éthique, etc., doivent être également considérées. Je suis tout à fait d'accord avec les conditions de travail. Ça rejoint ce que vous disiez sur la digitalisation. Si vous n'avez pas d'ordinateur, parce que dans nos zones périphériques, beaucoup n'en ont pas, vous n'avez pas accès à Internet, etc., on ne peut pas exiger le même niveau de qualité de délivrance à l'agent public. Donc il y a également l'État qui doit faire des efforts importants de rationalisation de ses coûts pour les affecter à plus d'efficacité du service public. Donc les conditions de travail sont aussi à prendre en compte, mais surtout il y a la volonté politique qui est clairement affichée et c'est pour moi ça le plus grand avantage. Je pense que ça a été dit, sans une administration efficace, il est impossible de réaliser grand-chose. Parce que l'État travaille à travers qui? À travers ses fonctionnaires, ses agents publics. S'ils ne performent pas, il est difficile d'atteindre les objectifs. Donc je crois que c'est une excellente chose, monsieur le ministre, et on vous souhaite beaucoup de succès. Chacun, à son moment, a eu ses succès. Parce que moi, je pense à l'effet cumulatif historique. C'est comme ça que moi, je vois le développement, avec des moments d'accélération de la cadence, et ça, on vous le confie. Professeur Kanté. Monsieur le modérateur, je vous remercie. Chaque considération. Premièrement, on a parlé de volonté politique, de comportement, de culture. Je pense que cela revient à l'éthique personnelle. Monsieur le gouverneur disait tout à l'heure qu'à la fin du mois, vous posez la question de savoir est-ce que vous méritez votre salaire. Je crois que chaque individu doit avoir une exigence morale à l'égard de soi-même. C'est une forme d'honnêteté. Moi, j'ai des collègues universitaires aux États-Unis qui me disent que ce n'est simplement pas concevable que vous arriviez en retard à votre cours. Ce n'est pas concevable, ce n'est pas possible. Mais comment se fait-il qu'ici, on ait instauré le quart d'heure académique? Je pense qu'il faut s'imposer soi-même une exigence morale. Il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela.
nous parlons de valeurs sénégalaises. Quelqu'un me disait, un frère me disait que Bo Djitele Ragal Yalla, Bo Roussé Nitni, Bapar Abiyo Djombo, ces trois valeurs-là, si vous les avez, peut-être que vous pouvez réussir. Je pense qu'il faudrait qu'on s'impose nous-mêmes une éthique pour pouvoir régler certains problèmes. Deuxième question, on nous dit, et c'est vrai, que tout a été décidé, il reste l'exécution. Mais je suis tenté de faire une proposition que j'ai l'habitude de faire dans d'autres pays qui sont dits en transition, c'est non pas d'avoir un ministre de la fonction publique qui soit assez puissant, mais même un ministre chargé des réformes que nous avions eues dans les temps. Mais à l'époque, on était sous ajustement structurel. On nous obligeait à privatiser. On avait un ministre. Mais pourquoi ne pas avoir un ministre d'État chargé des réformes? Parce que, vous l'avez dit, ce n'est pas seulement la fonction publique. Quand on parle de services publics, ceux qui sont concessionnaires gèrent des services publics. Il y a parfois des habilitations à gérer des services publics, il y a des contrats pour gérer des services publics. Donc le service public est plus large que l'administration. Et je pense qu'il faudrait un ministre chargé des réformes, qui soit un ministre d'État qui ne rend compte qu'au président de la République élu au suffrage universel sur la base de programmes qu'il a proposés au peuple sénégalais. Parce que c'est à lui de rendre compte au peuple sénégalais. Je pense que donc vraiment il faudrait coordonner, harmoniser peut-être ces réformes. Troisième point, je pense qu'il faudrait qu'on se rende compte aussi que notre société évolue. Les sociétés évoluent extrêmement rapidement, très vite. Sur le numérique, on parle de digitalisation. Mais je me pose même la question de savoir si on ne nous a pas cerné, nous, nos partenaires étrangers, ne nous ont pas analysé, cerné sur toutes les coutures, et que nous sommes toujours, encore une fois, un pas en arrière. Je pense qu'il faudrait que l'administration s'entoure de laboratoires d'innovation, que l'administration s'entoure de collaboration avec le bureau organisation et méthode, avec les universités, pour essayer de s'adapter progressivement au fur et à mesure. Parce qu'encore une fois, le fonctionnaire qui a le dé dans le guidon, tous les jours, à chaque jour suffit sa peine, n'a pas toujours le temps de lever la tête. Mais s'il y a d'autres à côté qui se saisissent des problèmes, des enjeux actuels, parce que si on ne fait pas attention, c'est une mèche qui brûle et quand ça va exploser, ça sera trop tard. Voilà pourquoi je pense que vous prenez, moi je demande toujours aux hommes politiques, aux femmes politiques, combien d'étudiants nous mettons sur le marché de l'emploi par année, personne ne me répond. Mais je le dis, c'est une mèche, c'est une bombe à retardement. Nous mettons 12 millions de jeunes sur le marché de l'emploi en Afrique et on crée 3 millions d'emplois. Qu'est-ce qu'on fait des 9 millions? Voilà pourquoi je pense que ce sont des questions extrêmement sérieuses de société qu'il faudrait que l'administration prenne à bras le corps, mais ça, c'est la collaboration avec des laboratoires d'innovation, avec le bureau d'organisation et méthode, avec des universités, avec des centres de recherche, que l'administration peut peut-être être au fait de l'évolution de notre société. Voilà, monsieur le modérateur, pour ne pas abuser du temps de parole. Merci, merci. Bon, je pense que on va vous passer la parole au niveau du protocole pour organiser. Bon, moi, je vous dis, je vous remercie. J'ai appris beaucoup de choses. J'espère que je serai à la hauteur du délivrable. Je crois que c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, qui m'est confié. Merci à tous. À bientôt. Merci. Monsieur le modérateur, Dr Abdoul Karim Gueye. Merci à nos éminents panélistes, Madame Aminata Touré, Monsieur, en tout cas, le professeur Babacar Kanté. Et je demande à tout le monde de l'applaudir, de les applaudir très, très, très fort.